Bonsoir à tous, je suis le conteur, et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur de psychopathes. Alors avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors dites-le moi dans les commentaires. Quand vous serez prêts, installez-vous confortablement et détendez-vous. Je m'appelle Hector. Et voici ce qui m'est arrivé quand j'avais 25 ans, à la fin des années 70. C'est arrivé lorsque j'ai déménagé à Sacramento, tout simplement parce que je n'avais plus nulle part où aller. Après avoir perdu mon emploi et n'avoir plus rien, j'ai pris ce que je pouvais et je suis venu ici. J'ai trouvé un petit appartement bon marché derrière un magasin d'alcool. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Je travaillais dans un entrepôt près de Arundel, à charger des caisses tard dans la nuit. C'était dur et la plupart du temps solitaire. Je n'avais presque pas envie de parler à qui que ce soit là-bas. Je voulais juste finir mon service et sortir de ces 4 murs le plus vite possible. La plupart des nuits, après mon service, je marchais dans les rues pour me vider la tête, pour ne pas rester coincé dans mes pensées. Je cherchais les coins les plus calmes, là où la police ne patrouillait pas trop. Vous savez, pour ne pas attirer l'attention. J'étais un immigré sans papier à l'époque, alors la dernière chose que je voulais, c'était que la police m'arrête à cette heure de la nuit. C'est comme ça que j'ai découvert une rue appelée Eleanor Avenue, une rue ordinaire comme les autres, calme, déserte. Mais quelque chose dans cette rue a attiré mon attention. Je ne saurais dire pourquoi. Les maisons ne semblaient pas abandonnées à proprement parler, mais on avait l'impression que les gens étaient partis sans rien emporter, comme s'ils avaient tout simplement disparu soudainement. Je suis passé devant une maison à l'angle et j'y ai vu quelque chose de très étrange. La porte d'entrée était grande ouverte et se balançait doucement avec le vent, comme si quelqu'un l'avait forcée ou tout simplement oubliée. La lumière du porche était encore allumée, ce qui était étrange, car il n'y avait personne dans les environs. Et à ce moment-là, quelque chose en moi m'a fait m'arrêter. J'ai regardé attentivement et j'ai vu quelque chose au sol. Une silhouette, comme si quelqu'un s'était effondré. Je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de crier. La silhouette ne bougeait pas et ne faisait aucun bruit. Petit à petit, je me suis approché de la porte, et de là où j'étais, on aurait dit une femme. Ses bras étaient dans des positions étranges, comme si elle n'avait plus aucun contrôle sur eux, et ses vêtements étaient ensanglantés et sales. À ce moment-là, je n'ai même pas pensé à appeler la police. Je suis simplement entré et après ça, ma vie a changé à jamais. La femme était morte, c'était évident. Sa peau semblait desséchée, comme si elle était là depuis des heures, voire des jours. Sa mâchoire était ouverte et ses yeux grands ouverts, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible. Quelque chose qu'on ne devrait jamais voir. Je suis resté là à la regarder trop longtemps, complètement paralysé. Et oui, je sais que c'était insensé. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas détourner les yeux. Jusqu'à ce que quelque chose à l'étage, quelque chose au 2e, me sorte de cette sorte de transe. J'ai entendu des pas, un pas puis un autre. Au début, j'ai pensé que peut-être un d'autre était arrivé et demandait de l'aide ou quelque chose comme ça, mais non. On aurait dit que la personne ne cherchait pas à alerter, mais marchait lentement sans se presser, comme si elle réfléchissait ou était en colère. Je n'ai appelé personne, je suis juste resté silencieux, respirant à travers les dents, le cœur battant à 1000. Puis j'ai entendu les marches grincer, et tout à coup, j'ai entendu une voix basse, presque comme si elle se parlait à elle-même. Et là, j'ai compris. Non, ce n'était pas normal. Encore une fois, cette voix a chuchoté, et j'ai su que quelque chose clochait. C'était clairement la voix d'un homme, mais elle ne semblait pas en colère. Plutôt inquiète, mais beaucoup trop calme, beaucoup trop tranquille, presque comme s'il était en état de choc ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, j'ai commencé à reculer lentement, essayant de sortir sans me faire remarquer. Mais avant que je ne puisse partir, la porte s'est refermée toute seule. Je suis resté figé un instant, et alors que je m'apprêtais à m'en approcher pour l'ouvrir, j'ai entendu une voix derrière moi. « Toi aussi !» y a-t-il dit. Je me suis retourné d'un coup, et c'est là que je l'ai vu, juste devant moi. C'était un type pâle, il avait l'air malade, avec des yeux enfoncés et d'énormes cernes,
comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Ses vêtements étaient vieux et tachés, et il tenait quelque chose dans la main qui ressemblait à un couteau, mais qui semblait faire partie de lui. Quelque chose de sombre et d'étrange. J'étais figé sous le choc, incapable de prononcer un mot. Puis il m'a souri. Mais ce n'était pas un sourire normal, c'était un sourire vide, comme celui de quelqu'un qui ne va pas bien, qui n'est plus dans la réalité. « Ouah, salut, mon ami ?» a-t-il dit d'une voix grave. « Tu vas bien ?» Le type qui a fait tout ça s'est échappé. « Toi aussi, tu es empoisonné. » Je n'ai rien répondu. Je suis resté là, paralysé, ne sachant pas quoi faire. Il m'a regardé quelques secondes, puis il s'est approché lentement, penchant la tête comme un chien qui essaie de lire dans tes pensées. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sortir de ma paralysie. Mon cœur battait à tout rompre, et j'ai reculé lentement jusqu'à heurter les jambes de cette femme morte allongée au sol. Quand il l'a vue, il s'est arrêté au milieu de la dernière marche. J'ai essayé de l'aider, a-t-il dit. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais elle a saigné bien plus que ce que je pensais, et son sang sentait le plastique brûlé. Je crois qu'elle était contaminée, a-t-il ajouté. Et là, j'ai compris. C'était lui qui l'avait tuée. J'ai réalisé que ce type était le coupable, le monstre qui lui avait fait ça. Sans réfléchir davantage, j'ai pris la fuite, terrifié, passant par-dessus le corps de la femme. Mais quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'elle était verrouillée. Alors, sans perdre une seconde, j'ai couru vers l'arrière de la maison. Mais à mon grand effroi, tout était bloqué. Des meubles empilés jusqu'au plafond, des armoires en travers du passage, et la porte arrière cadenassée. Je savais que, si j'essayais de sortir par là, je n'y arriverais pas. Tandis que mon esprit cherchait une issue, j'entendais ses pas nus s'approcher dans le couloir. À ce moment-là, j'ai couru vers la cuisine sur le côté et j'ai ouvert tous les tiroirs, à la recherche de quelque chose pour me défendre, mais il n'y avait que des couteaux de table et des couverts. La seule chose que j'ai trouvée qui pouvait servir d'arme, c'était un pied de chaise cassé. Je l'ai saisi fermement et je me suis retourné juste à temps pour le voir. Dans l'embrasure de la porte, toujours en train de me sourire comme si de rien n'était. Le type avançait lentement, comme s'il savait qu'il avait tout le temps du monde. C'est alors que j'ai remarqué qu'il avait maintenant du sang autour de la bouche et sur les mains. Je ne savais pas si c'était le sien ou celui de quelqu'un d'autre, mais il avait l'air frais et le corps de la fille était déjà tout bleu pour que son sang soit encore rouge. Une terreur indescriptible m'a envahi. Je savais que je n'avais aucune issue. Alors il ne me restait qu'une seule chose à faire si je ne voulais pas finir comme la fille. Avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, je me suis jeté sur lui et je lui ai asséné un coup à l'épaule avec le pied de chaise, qui s'est brisé sous l'impact, mais c'était comme frapper un mur de béton. Il n'a même pas bronché. Alors il s'est mis à parler avec cette voix qui semblait venir d'une autre dimension. « Ton sang ne peut plus me retrouver. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. » a-t-il dit avec un calme terriblement inquiétant. Puis il m'a lancé un coup de couteau, mais je l'ai esquivé et lui ai lancé une petite casserole qui traînait à côté. Il a réussi à éviter le coup et a continué à avancer vers moi avec le couteau, prêt à me poignarder. Désespéré, j'ai commencé à courir et à lui jeter tout ce que je trouvais sur mon passage. Verres, vases, cadres photos, tout ce que je voyais. Mais il ne s'arrêtait pas. Il continuait à me poursuivre avec son couteau. Soudain, je suis arrivé au même endroit qu'avant, entre la porte d'entrée et l'escalier. Je savais que la porte était fermée et que si je montais les escaliers, je serais encore plus piégé. « Laisse-moi partir », le suppliai-je presque en larmes. Et les mots qu'il prononça ensuite restèrent suspendus dans l'air. « Ce sang n'est pas à moi, il est à eux. Moi je suis pur à l'intérieur. J'ai besoin de ce sang pour rester en vie. » J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. À cet instant, je suis entré dans une sorte d'état de panique supérieure. Je n'ai pas réfléchi, j'ai simplement agi par pur instinct. Je me suis jeté sur lui à nouveau. Mais cette fois, je l'ai frappé de toutes mes forces aux côtes, et nous sommes tombés tous les deux. Il a laissé tomber son couteau, mais m'a mordu violemment à la jambe. La douleur était insupportable. J'avais l'impression qu'il allait m'arracher la chair avec les dents. Alors, je lui ai asséné plusieurs coups de poing à la tête jusqu'à ce qu'il me lâche enfin.
Je me suis alors traîné jusqu'à la porte, ma jambe blessée derrière moi. Pendant ce temps, lui, encore sonné par les coups, se relevait lentement, s'essuyant le sang de la bouche avec la manche de sa chemise. Le moment a semblé durer une éternité. Je me suis senti complètement piégé, perdu. Il ne me poursuivait plus, il haletait simplement, en marmonnant des choses incompréhensibles. La porte d'entrée étant toujours fermée, je n'avais pas d'autre choix. Alors je me suis levé tant bien que mal et j'ai monté les escaliers. Je savais que c'était peut-être une erreur, mais j'avais besoin de gagner du temps. Les portes à l'étage étaient toutes fermées, sauf une. Alors, sans réfléchir, je suis entré et j'ai claqué la porte derrière moi, poussant un meuble devant pour la bloquer. La chambre était immonde. Le lit était trempé de vieux sang pourri, les murs couverts de gribouillages, de découpures de journaux parlant d'organes, de veines, de choses auxquelles je ne voulais même pas penser. J'ai regardé par la fenêtre, envisageant de m'enfuir par là, mais elle était bien trop haute pour sauter, et les rues en bas étaient désertes, sans voiture, sans lumière, juste un silence absolu. C'est alors que j'ai entendu sa voix derrière la porte. « Tu es comme eux, un sale menteur. Je vais me nourrir de ton sang et le purifier. » À ce moment-là, la porte a commencé à trembler et à vibrer sous ses coups. J'ai recommencé à chercher quelque chose pour me défendre et je n'ai trouvé qu'une lampe en métal. Je l'ai rapidement débranchée et je l'ai tenue comme une batte pendant que la porte craquait, menaçant de s'ouvrir. Comme je m'y attendais, la porte n'a pas tenu très longtemps, mais l'armoire bloquant l'entrée l'empêchait de s'ouvrir complètement. Le fou a passé le bras par l'ouverture, essayant de pousser l'armoire, mais je lui ai frappé le poignet de toutes mes forces, avec la lampe, ce qui lui a arraché un cri de douleur et l'a forcé à reculer. Son sang a éclaboussé le mur, mais je savais que ça ne suffirait pas à l'arrêter. Alors, j'ai attrapé une des planches du cadre du lit, cassée, et je l'ai plantée contre la porte, pour la refermer un peu plus, juste pour gagner un instant. Mais je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Alors j'ai rassemblé mon courage, pris une grande inspiration et j'ai traversé la fenêtre. Il y avait un petit toit derrière, et je m'y suis arrêté un moment, sentant l'air froid de la nuit frapper mon visage. Je me souviens avoir pris une grande inspiration et prononcé une courte prière, que je croyais être ma dernière. Puis, dans un élan, je me suis jeté dans le vide. Je suis tombé violemment et ma cheville s'est brisée sur le cou. Mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis relevé en ravalant ma douleur, atroce, et j'ai boité jusqu'à la maison la plus proche. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. J'ai continué à marcher jusqu'à voir des phares. Une camionnette s'est enfin arrêtée. Un homme m'a regardé fixement, et je n'ai pu que lui dire qu'un fou avait essayé de me poignarder. L'homme m'a dit qu'il allait appeler la police. Mais alors je me suis souvenu de ma situation et je lui ai demandé de me ramener chez moi. Il m'a regardé bizarrement. Mais quand je lui ai expliqué que j'étais sans papier et que j'avais peur d'être expulsé, il a compris. Grâce à Dieu, cet homme m'a ramené à mon immeuble. Je lui ai expliqué en détail ce que j'avais vu cette nuit-là, et c'est lui qui a appelé la police. Quand ils sont entrés dans la maison, ils ont trouvé 4 corps dispersés dans différentes pièces, certains vidés de leur sang, d'autres sans organes, comme si un monstre les avait dévorés. Le type qui m'avait attaqué s'appelait Richard, et il a été arrêté quelques jours plus tard dans son propre appartement, où ils ont trouvé encore plus de preuves de ses atrocités. Il n'a opposé aucune résistance. Il a simplement dit qu'il essayait de sauver les gens d'eux, qu'il ne pensait pas faire quelque chose de mal. On l'a surnommé le vampire de Sacramento. Et on raconte qu'il buvait du sang pour empêcher son cœur de rétrécir. Il affirmait aussi que les nazis manipulaient son estomac et contrôlaient son esprit. Ce récit est basé sur une expérience vécue par mon grand-père qui a failli devenir l'une des victimes de ce monstre, mais a réussi à s'échapper de justesse. Je m'appelle Alex. J'avais 24 ans quand tout cela est arrivé. Je n'ai jamais touché à la drogue. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Mon travail consistait à livrer des meubles à Philadelphie. Un boulot en général tranquille. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais un jour banal comme les autres, j'ai reçu une commande qui m'a conduit droit à la pire expérience de toute ma vie. La maison se trouvait dans une zone plutôt délabrée au nord de la ville.
avec des briques fissurées, des fenêtres barricadées, et elle semblait totalement abandonnée. L'entrée paraissait vide, il n'y avait personne dans la rue, mais la commande semblait en règle. Alors je n'avais aucune raison de me méfier. Le client s'appelait Jacob, et il m'a dit qu'il avait besoin d'aide pour une chose toute simple, déplacer un fauteuil lourd qui se trouvait dans la cave. Il a affirmé qu'il avait très mal au dos et ne pouvait pas le faire seul. De l'extérieur, il avait l'air normal. Une chemise propre, un pantalon bien mis, un peu chauve, mais rien de suspect. On s'est salué poliment. Il m'a offert un verre d'eau et m'a demandé depuis combien de temps je faisais ce travail. Je lui ai répondu que pas très longtemps. Et puis, soudain, il s'est arrêté de parler, m'a regardé fixement et a pointé vers la porte de la cave, là où, soi-disant, se trouvait le meuble à déplacer. Ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'est dire non, dire que je n'avais pas le temps. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai voulu être gentil, rendre service. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y avait des boulons au-dessus de la serrure. Des boulons qui semblaient récents, comme si quelqu'un avait renforcé cette porte. Ça aurait dû être mon premier signal d'alerte, mais je l'ai complètement ignoré, et j'ai continué, même si une alarme intérieure me hurlait de faire demi-tour. J'ai descendu les escaliers grinçants, interminables, chaque pas résonnait plus fort dans cette solitude totale. Et pourtant, l'atmosphère a changé dès que je suis arrivé en bas. L'air est devenu plus lourd, et une odeur immonde a envahi mes narines. C'était l'odeur la plus horrible que j'avais sentie depuis longtemps. Un mélange de moisis, de viande en décomposition, de chien mouillé et quelque chose de métallique. Comme si quelqu'un avait découpé de la chair juste là. Jacob marchait devant, calmement, et m'a dit de saisir une sorte de fauteuil inclinable qu'il voulait déplacer dans une autre partie de la cave. Je suis descendu entièrement, marchant vers l'endroit qu'il m'indiquait, mais à ce moment-là, j'ai entendu la lourde porte se refermer brutalement derrière moi. Là, j'ai su que j'avais fait une erreur. La serrure a émis ce clic métallique qui vous glace le sang. Et dans cette obscurité totale, j'ai seulement distingué une chose au fond, qui ressemblait à une immense cage. Je me suis approché un peu, essayant d'ajuster ma vue, et c'est là que je l'ai vue. Une sorte de cage énorme, avec des chaînes dans un coin. Je suis resté paralysé un moment, puis dans la pénombre, j'ai remarqué qu'il y avait une femme. Elle semblait très pâle, presque sans vie. Je n'arrivais pas à deviner son âge, mais ses yeux étaient vides, comme morts. Elle ne criait pas, n'essayait rien. Elle se contentait de me regarder avec cette expression de vide absolu. Elle avait une cheville enchaînée à un anneau d'acier fixé au sol. Et il y avait d'autres chaînes sur les murs, certaines vides, d'autres attachées à des corps. J'étais complètement paralysé, et c'est à ce moment-là, au milieu de cette scène macabre, que j'ai compris que moi aussi, j'étais piégé dans ce cauchemar. J'ai ressenti une peur si profonde que j'ai commencé à courir vers les escaliers dans l'obscurité, en criant à l'aide, mais c'était inutile. Peu importe combien je criais ou combien je frappais la porte, personne ne semblait m'entendre. Au bout d'un moment, je n'ai eu d'autre choix que de redescendre. Cette fois, mes yeux s'étaient un peu mieux habitués à la pénombre. Et tout à coup, j'ai vu une autre femme, puis une autre, et encore une autre. Elles étaient enchaînées à différents endroits du sous-sol. Certaines semblaient ne pas avoir mangé depuis des jours. D'autres avaient des plaies ouvertes. L'une avait même du sang autour de la bouche. Elles ne pleuraient pas, ne suppliaient pas. Elles étaient simplement là, silencieuses, le regard perdu. Et c'est justement ça qui rendait tout encore plus terrifiant. Elles ne pleuraient pas, elles ne demandaient pas d'aide. Elles étaient juste là, comme si c'était leur condamnation éternelle. C'est alors que le bruit du verrou résonna dans ce silence macabre. Je me suis figé et j'ai entendu des pas derrière moi. Quand je me suis retourné, Jacob se tenait dans un coin, mais il ne paraissait plus aussi normal. Il avait désormais un sourire froid et malveillant. Il m'a regardé et a dit « Tu ferais bien de t'asseoir ici. Tu vas rester un moment. » Puis il a sorti quelque chose de sa poche, une arme. Il ne tremblait pas. Il n'avait pas l'air nerveux du tout. Et c'est ce qui m'a terrifié encore plus. Il était évident qu'il avait déjà fait ça. Jacob m'a fait asseoir et m'a pris mes clés et mon portefeuille. C'est à cet instant que j'ai compris que j'étais en train d'être séquestré. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est quand il m'a dit calmement
Tu es le numéro 6. Mon corps s'est tendu en réalisant ce que ça signifiait. L'endroit où il me retenait prisonnier était pire que n'importe. Quelle prison vue dans un film, sans fenêtre, un sol humide, des chaînes partout. Le seul toilette était un vieux seau rouillé et l'air ne circulait que grâce à un petit ventilateur, prêt à exploser à tout moment. Les chaînes grinçaient à chaque mouvement. Jacob n'apportait de la nourriture qu'une fois par jour. Un ragoût infect dans un bol ébréché, parfois à moitié cru, avec une odeur comme s'il avait été déjà mâché. La seule ampoule oscillait comme si elle avait une volonté propre. Et c'était terrifiant quand elle s'éteignait. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, car à un moment donné, j'ai perdu toute notion du temps. Je me souviens qu'une nuit, l'une des femmes s'est mise à hurler, désespérée. Jacob est simplement resté là à l'observer, jusqu'à ce que sa respiration devienne haletante, comme s'il se nourrissait de cette souffrance silencieuse. Il ne l'a ni touchée, ni menacée. Il l'a laissée crier jusqu'à l'épuisement. Puis il s'est agenouillé à côté d'elle. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille, et s'est éloigné avec un sourire aux lèvres. Ce fut la dernière fois que cette fille fit entendre un son pendant plusieurs jours. La nourriture était toujours la même, un liquide gras et sans goût. Jusqu'à cette nuit-là, quand Jacob est arrivé avec une assiette enveloppée dans du papier aluminium et l'a déposée devant nous comme s'il s'agissait d'une récompense. Il a dit que c'était un cadeau spécial. Quand on lui a demandé ce que c'était, il a souri avec ce faux sourire et a répondu que c'était de la viande spéciale. Puis il est parti, en éclatant de rire. Nous n'avons pas mangé cette nuit-là, mais l'inquiétude grandissait en nous. Nous ne voulions même pas imaginer ce qu'il y avait dans cette assiette. Lorsqu'il est revenu le lendemain matin et qu'il a vu le plat encore emballé, il n'a rien dit au début. Mais juste avant de le reprendre, il s'est tourné vers Linda, l'une des filles, et lui a dit qu'elle savait qu'il était interdit de refuser la nourriture, qu'elle connaissait le châtiment pour avoir enfreint les règles et qu'elle aurait dû nous en parler. À ce moment-là, il l'a sortie de la cellule et l'a emmenée avec lui. Elle a commencé à hurler, à le supplier de ne pas l'emmener, mais il ne l'a pas écoutée. Et à partir de ce moment-là, nous ne l'avons plus jamais revue. Après ça, l'angoisse s'est emparée de nous tous. Mia, la fille avec qui je m'entendais le mieux, m'a raconté que Jacob avait en fait été interné dans un hôpital psychiatrique, qu'il avait de l'argent et que parfois il se faisait passer pour un prédicateur. Je ne lui ai pas demandé comment elle savait tout ça, mais ce que je n'ai jamais oublié, c'est que son poignet était couvert de cicatrices. Elle disait qu'elle était là depuis bien trop longtemps et qu'il ne fallait jamais dormir profondément parce que Jacob aimait jouer avec nous la nuit. Une fois, il avait même attaché une autre fille avec du fil barbelé pendant qu'elle dormait, juste pour voir sa réaction au réveil. À partir de ce moment, j'ai cessé de dormir. Ou du moins, j'essayais de rester éveillé autant que possible. Je me demandais tout le temps si un jour je réussirais à m'échapper de là, ou si cet endroit allait devenir ma tombe. Nous étions à la merci d'un malade mental qui nous gardait captifs sans raison, simplement parce que cela l'amusait de nous torturer. Nous étions comme ces animaux de compagnie, ces cobayes pour tester n'importe quelle perversion qui lui passait par la tête, ou simplement pour nous voir enfermés comme des bêtes. Une nuit, nous avons tous été réveillés d'un coup par des hurlements terrifiants. Jess, l'une des filles, s'était fait couper un orteil. Juste un orteil. Et il avait laissé une traînée de sang sur le sol, comme pour qu'il n'y ait aucun doute que c'était bien lui. Ensuite, il l'a forcé à nettoyer avec ses mains, sans eau, sans chiffon. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas d'issue, que je n'en sortirais probablement pas vivant. La nuit la plus terrifiante a commencé dans un silence total, avec une obscurité plus dense que tout ce que j'avais vu dans ma vie. Aucun bruit de pas, aucun son, seulement cette pénombre écrasante. Jacob n'était pas venu depuis environ 2 jours, enfin, d'après nos estimations. Il ne nous restait qu'un peu d'eau propre dans un seau, dont on buvait tous, mais elle s'épuisait. Nous étions affamés et déshydratés. J'ai cru que Jacob nous avait oubliés, qu'il s'était lassé de nous et nous avait laissés là pour mourir de faim et de soif. Jusqu'à ce que soudain la porte s'ouvre lentement et qu'un sac soit traîné jusqu'à notre cage. Mon cœur battait à 1000 à la vue de cette chose. Je suppliais Dieu que ce ne soit pas ce que je pensais. Mais je ne m'étais pas trompé.
Jacob a ouvert le sac. À l'intérieur, il y avait des morceaux d'un corps humain, découpés en morceaux. Il a éclaté de rire en voyant mon expression d'horreur et a dit que ce serait notre dîner, que nous avions jusqu'au matin pour choisir entre manger ou mourir de faim. Les filles ont commencé à pleurer et Mia a vomi dans le seau. Moi, je me suis recroquevillé dans un coin tremblant. Mais ensuite, Jacob nous a forcés à nous asseoir en cercle autour du corps et nous a demandé de prier. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était complètement nouée. Mia, elle, a réussi à dire quelques mots, mais sa voix tremblait, chaque syllabe coupée par la peur. Jacob a applaudi, satisfait, et a dit que c'était magnifique. Ensuite, avant de partir, il a laissé la porte entr'ouverte, et il m'a détaché. Il a pointé vers l'ouverture et m'a dit que je pouvais partir, mais que si je le faisais, il brûlerait les filles vives. Mon esprit m'a trahi à ce moment-là. J'étais là, à seulement quelques mètres de la sortie de cet enfer. Enfin libre, mais je ne pouvais pas. Je n'étais pas capable de condamner Mia et les autres à une mort atroce, une mort que je savais qu'il leur infligerait sans la moindre hésitation. Alors je ne suis pas parti. À ce moment-là, la peur que m'inspirait Jacob était plus grande que l'espoir de m'en sortir vivant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis juste recroquevillé contre le mur, affamé, épuisé, et j'ai pensé, peut-être que mourir serait plus simple. Que lâcher prise, ce serait ne plus sentir le froid, la peur, la faim, la douleur, ne plus rien entendre. Et c'est dans cette détresse absolue que, soudain, on a entendu des coups contre la porte. Mais cette fois, ils étaient réels, plus forts que ceux de Jacob, puis des cris dans la rue et un concert de sirènes. Je n'y croyais pas, c'était la police. Ils venaient enfin pour nous. À cet instant, on s'est tous regardés, les yeux écarquillés, presque incapables de croire ce qui se passait. Puis d'un coup, la porte de métal a explosé, et des faisceaux lumineux nous ont aveuglés. Les policiers nous ont sortis de là, en larmes, tremblants. Je me souviens qu'un officier a vomi en voyant le seau rempli de restes. Un autre a trouvé un plateau avec des doigts humains. Quand ils nous ont évacués, Jacob était déjà menotté dans une voiture de police, hurlant comme un possédé que nous étions son bétail, que personne n'avait le droit de lui prendre ses choses. J'ai eu envie de courir vers lui, de lui arracher les yeux, mais je n'avais même plus la force pour ça. J'étais juste heureux, reconnaissant d'être enfin sorti de cet enfer. Ce que je me rappelle le plus, c'est le visage de ma mère à l'hôpital. Elle est entrée en larmes et m'a serré dans ses bras comme jamais auparavant. C'était l'un des moments les plus heureux de ma vie, parce que j'avais vraiment cru que je ne la reverrais plus jamais. Il s'est avéré que Linda, la fille que Jacob avait emmenée cette nuit-là, était retenue dans une autre pièce de la maison. Il avait d'autres otages, mais d'une façon ou d'une autre, elle avait réussi à s'échapper et à tout raconter à la police. C'est elle qui nous a sauvés, mais je ne crois pas qu'elle en soit sortie indemne non plus. J'ai passé des semaines à l'hôpital. Je n'arrivais pas à dormir ni à manger. Je ne faisais que regarder les informations. Ils ont dit qu'il avait fait bien pire avant, qu'il avait eu d'autres victimes, qu'ils avaient trouvé des restes dans un congélateur, qu'il avait mangé de la chair humaine. J'ai reçu des lettres de soutien, mais je ne les ai même pas ouvertes. Les cauchemars ne s'arrêtent pas. Et en réalité, ils ne s'arrêtent jamais. Je n'aime pas être au sous-sol. Je ne supporte pas les bruits soudains. Je ne supporte pas la solitude. Les gens me disent que je devrais être heureux d'être vivant, que ça veut dire que j'ai gagné. Mais en vérité, je vis avec cette histoire horrible en moi depuis ce jour, et aucune thérapie n'a jamais réussi à chasser les démons qui me hantent chaque nuit. Quand je ferme les yeux et que cet enfer revient me chercher, Jacob a finalement été condamné à mort. On dit qu'il n'a rien ressenti, que ce fut une exécution rapide, mais j'espère que ce n'est pas vrai. J'espère qu'il a souffert, qu'il a eu peur, qu'il a connu la vraie terreur, celle qui nous nourrissait dans cet enfer. J'espère qu'il ne trouvera jamais la paix, ni ici, ni dans l'au-delà. As-tu déjà eu cette sensation qu'un souvenir ne te quittera jamais? Ce genre de souvenir terrifiant qui s'imprime à jamais dans ton esprit. Moi, je fais encore des cauchemars de la fois où j'ai rencontré un type qui s'appelait Jeffrey. C'était dans un endroit qui, à l'époque, semblait assez isolé, à la sortie d'une petite ville de l'Ohio. Tout a commencé un après-midi, dans une station-service quelconque,
quand j'ai eu la mauvaise idée de parler avec un gars qui avait l'air sympa. Il s'appelait Ethan. À ce moment-là, j'avais un sac à dos déchiré. Presque rien dans les poches. Seulement 7 $ et aucun endroit où dormir cette nuit-là. Il m'a dit qu'il faisait partie d'un groupe à Kirtland, une sorte de petite communauté qui aidait les gens. Franchement, je n'ai pas posé beaucoup de questions. Il m'a proposé de m'emmener là-bas, de me donner de la nourriture et un endroit pour dormir. Il m'a dit que je pouvais rester autant que je voulais, parce que tout le monde était le bienvenu dans sa communauté. Ça m'a suffi. Je l'ai regardé et sans trop réfléchir, j'ai accepté. Je suis monté dans son camion et je suis parti avec lui. L'endroit n'était pas un village à proprement parler, mais plutôt un grand terrain, entouré de forêts épaisses, qui lui donnaient un air d'isolement. À l'entrée, il y avait une clôture tordue et une maison à 2 étages, avec une grange juste derrière. Les gens là-bas agissaient comme s'ils étaient aimables, mais quelque chose, dans leur attitude, ne collait pas. La plupart affichaient des sourires, oui, mais ces sourires n'atteignaient jamais leurs yeux. Ils se déplaçaient comme s'ils attendaient la permission de quelqu'un pour respirer. J'ai immédiatement ressenti cette sensation étrange, ce pressentiment que quelque chose n'allait pas. Cette première nuit, on m'a donné une chambre dans le grenier, une pièce sans serrure, sans horloge, sans rien pour mesurer le temps. Assez étrange, mais comme on dit, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Cette nuit-là, alors que j'essayais de m'endormir, j'ai entendu des chants doux, des voix basses venant de l'étage. Inférieur, des murmures mêlés à des rythmes étranges, comme une sorte de prière ou de cérémonie. Au début, je pensais que c'était une prière ordinaire, un moment de recueillement, quelque chose qu'il faisait pour se concentrer. Mais en réalité, il n'y avait rien de normal là-dedans. Je ne pouvais pas me défaire de cette impression, cette intuition persistante que quelque chose clochait. Il y avait un homme que tout le monde appelait le prophète, même si plus tard j'ai appris que son vrai nom était Jeffrey Londron. C'était un homme imposant, avec des cheveux gras et une voix calme, presque hypnotique. Il n'avait pas besoin de crier pour être écouté. Les gens lui obéissaient simplement quand il les regardait. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, comme s'il connaissait toute ma vie avant même que je ne parle. Dans la communauté, la plupart suivaient ses enseignements en répétant des phrases comme des mantras, presque comme un rituel. Suis sa volonté. Fais confiance à la voix. D'autres semblaient complètement absents, les yeux vides. Certains avaient l'air de prendre plaisir à tout ça, comme si cela leur donnait enfin un but, et d'autres obéissaient sans vraiment comprendre pourquoi. Après quelques jours, Londron a commencé à donner des sermons dans la grange. Mais ce n'était plus question d'amour ou d'amitié comme au début. Il parlait désormais d'obéissance, de purification et de sacrifice. Il disait que Dieu avait choisi cette communauté, eux, pour se préparer à une sorte de guerre spirituelle contre ce qu'il appelait les parasites. Ceux qui n'appartenaient pas, il les appelait les branches mortes. Et chaque fois qu'il parlait de ça, la tension dans l'air devenait plus lourde, comme si quelque chose de sombre était en train de naître. Je ne savais pas quoi penser. Son discours ne m'inspirait rien, et le prophète lui-même me mettait mal à l'aise. En vérité, il me glaçait le sang, mais je faisais semblant. Après tout, je n'avais besoin que d'un endroit où rester quelques jours. Et ici, on me donnait un toit et de quoi manger. Alors, je me contentais de sourire et de suivre le courant. Puis sont arrivés les Avery, cette famille qui, à l'époque, semblait venue simplement pour célébrer quelque chose. Un père, une mère et leurs 3 enfants adultes. Mais ils se comportaient étrangement, trop joyeux, presque nerveux. Et puis Londron a dit que les prodigues, ceux qui s'étaient égarés, étaient revenus. Personne ne leur a souhaité la bienvenue, personne ne les a regardés dans les yeux. Il y avait juste cette pesanteur dans l'air, ce sentiment qu'un drame était imminent. Et les jours suivants sont devenus encore plus étranges. Les prières duraient de plus en plus longtemps. La nourriture commençait à manquer, et les gens parlaient de moins en moins entre eux. En réalité, les murmures augmentaient, toujours autour des mêmes mots. Préparation, sacrifice, salut. Quelque chose changeait dans cette communauté, et en secret, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais personne n'osait en parler. La nuit, j'entendais parfois des bruits derrière la grange.
comme si quelqu'un martelait quelque chose. Un bruit sourd, métallique, un bruit qui vous glissait un frisson glacé dans la nuque. La tension dans cet endroit était palpable, et je me rendais compte que les autres commençaient à éviter les averies. Leur sourire s'effaçait lorsqu'ils s'approchaient de la famille, et tout le monde semblait figé dans une sorte d'état d'attente. Quelque chose qui me mettait profondément mal à l'aise. Je me souviens que ce matin-là, le père de la famille a essayé de me parler, mais Ethan l'a vite éloigné de moi. Il lui a dit que j'étais un étranger, que je n'avais pas l'autorisation de parler avec lui, que j'étais encore trop nouveau dans la communauté pour comprendre la vérité. Je suis resté silencieux, sans savoir quoi dire, et l'homme a simplement hoché la tête avant de s'éloigner. Un peu plus tard, un certain Max, un des plus proches du prophète, est venu me voir et m'a tendu une pelle. Il m'a dit de le suivre, que tout était déjà prêt. En le suivant derrière la grange, j'ai vu un énorme trou, profond d'environ 2 mètres et long de plus de 3. J'étais stupéfait. Pourquoi ce trou? Je voulais lui poser la question, mais il n'a rien dit. Il est resté silencieux et m'a simplement fait signe de commencer à creuser. Je n'ai rien dit non plus. J'ai juste fait ce qu'il demandait et j'ai commencé à creuser à ses côtés. Ce soir-là, il y eut une réunion dans la grange. L'éclairage était minime, quelques lampes torches à peine suffisantes pour éclairer. Durant cette réunion, Lundgren a parlé de trahison. Il a déclaré que la famille Avery avait refusé de se livrer entièrement à Dieu, qu'il avait parlé avec Dieu en personne, et que celui-ci lui avait révélé qu'il devait être purifié afin que les autres puissent s'élever. L'expression sur son visage était glaciale, calculée, celle de quelqu'un qui sait qu'il tient le pouvoir entre ses mains. Puis, sans autre explication, il nous a demandé de rester dans la maison. Seuls lui, Max et 2 de ses disciples les plus fidèles sont restés dans la grange. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Je n'étais pas sûr, parlait-il vraiment de tuer ces gens, ou était-ce juste une métaphore morbide? Depuis la fenêtre arrière de la maison, j'ai vu qu'ils appelaient d'abord le père. Il s'est avancé calmement vers le prophète, sans résistance, avec une étrange sérénité. Je l'ai vu entrer dans la grange, mais je ne l'ai jamais vu en ressortir. Quelques minutes plus tard, ils ont appelé la mère, puis les enfants. Un à un, ils entraient et disparaissaient. Pas un cri, pas un bruit, juste cette porte qui s'ouvrait, puis se refermait comme si la terre les avalait. Mon cœur battait à toute vitesse. Au fond de moi, je savais qu'ils les tuaient, et je ne pouvais rien faire. Je savais que ce trou, cette fosse, n'avait rien de symbolique. C'était un cimetière, et tous ici semblaient l'accepter avec résignation. Quand ce fut au tour de la plus jeune fille, elle est restée figée un instant. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle espérait qu'on lui dise de ne pas entrer. Mais personne ne lui a rien dit. Alors Lundgren a posé la main sur son épaule et l'a conduite à l'intérieur. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit sourd, puis des sons de traînement sur le sol. La tension était insupportable. Le lendemain matin, le trou avait disparu. Il était comblé. La terre avait été soigneusement tassée. Les gens agissaient comme si de rien n'était. Ils souriaient, ils servaient le petit déjeuner, comme si ces 5 personnes n'avaient pas été exécutées la veille. Parce que j'en étais maintenant certain, c'est exactement ce qui s'était passé. Et sous mes yeux, c'était comme une semaine normale dans la communauté, comme si tout cela était banal. À ce stade, je ne voulais plus qu'une chose, fuir, m'échapper de cet endroit au plus vite. Mais il n'y avait ni voiture, ni téléphone. Juste cette vieille route déserte à plusieurs kilomètres. Et après ce que j'avais vu, je ne croyais pas une seconde que je pourrais simplement dire « je pars » et qu'il me laisserait faire. Ce soir-là, juste avant la prière du soir, Lundgren s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule, avec ce sourire glacial qui me donnait la chair de poule. Il m'a dit que j'avais été choisi pour recevoir une vérité bien plus profonde, que Dieu lui avait révélé que j'étais prêt et que l'épreuve suivante viendrait de l'intérieur, que ce serait une façon de prouver si j'étais digne de rester dans cette communauté ou non. Il m'a dit qu'il fallait faire un sacrifice final, une épreuve qui démontrerait ma loyauté. Ensuite, Dieu déciderait du reste. Je suis resté silencieux, le cœur battant à 1000, sans savoir quoi faire. Il m'a expliqué qu'il fallait purifier un infidèle, un traître à la cause divine, et que j'avais été oint
pour accomplir cette volonté sacrée. Il a alors pointé un garçon nommé Elliot, un jeune discret, toujours en retrait, comme s'il voulait parler mais ne le faisait jamais. Bien sûr, j'ai refusé. J'étais incapable de faire une chose pareille. Et je ne le serai jamais. À cet instant, je pensais à fuir, à courir loin de cet endroit et à oublier toute cette folie. Mais à ce moment précis, le masque de Lundgren est tombé. Il m'a regardé avec un air de désapprobation, puis a claqué des doigts. 2 de ses disciples m'ont aussitôt saisi violemment, m'ont traîné jusqu'à la grange et ont claqué la porte derrière moi. L'obscurité y était totale. Je ne voyais rien. J'entendais seulement le grattement d'outils contre le bois, puis cette sensation brutale, métallique, autour de mes poignets. L'un d'eux a commencé à parler, d'une voix calme et lente. Il disait que la douleur était passagère, mais que la leçon serait éternelle. Puis le couteau est arrivé. D'abord quelques entailles superficielles sur mes bras, puis sur mes côtes. Je voulais hurler, mais je ne l'ai pas fait. Alors, il s'est approché, m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré avec son sourire froid que j'étais un brave garçon, que Dieu aimait les hommes qui acceptaient ses corrections, sans pleurnicher ni supplier. Il m'a dit que la douleur forgeait les vrais hommes, qu'il n'y avait pas de rédemption sans souffrance, que le sang purifiait l'âme des nobles. J'ai écarquillé les yeux lorsqu'il a ensuite saisi un marteau. Mais avant qu'il ne puisse me frapper, la porte de la grange s'est ouverte brusquement. Max est entré, livide et tremblant. Il a dit que des patrouilles de police approchaient, que quelqu'un les avait trahis. Mais Lundgren ne bougea même pas. Il me regarda toujours ligoté et couvert de sang, et dit calmement à Max de me détacher et de m'emmener à la maison. Max s'est exécuté. Il m'a détaché et tenté de m'aider à me relever. Mais dès qu'il a relâché la pression, je l'ai frappé de toutes mes forces. Et sans réfléchir, je me suis traîné jusqu'à la porte arrière. Et j'ai couru dans la forêt. Je déchirais ma peau contre les branches. J'entendais encore Max hurler au loin, que Dieu me frapperait, que mes poumons pourriraient avant l'aube. Sa voix est restée dans ma tête bien après que ses pas aient disparu. Toute la nuit, j'ai couru en sang, à moitié inconscient. Je ne savais même plus depuis combien de temps. Et puis, à l'aube, j'ai vu une route au loin. J'ai fait quelques pas, titubant vers elle, et je me suis effondré à quelques mètres. Un couple dans un pick-up s'est arrêté. Le conducteur m'a secouru et a appelé de l'aide. À l'hôpital, j'ai appris que tous les membres de cette communauté avaient disparu. Il ne restait que Lundgren, assis dans la grange, entouré de bougies et de bibles ouvertes. Il avait attendu la police. Il a tout avoué avec une espèce de fierté morbide, affirmant que Dieu lui avait montré ce qu'il devait faire, qu'il était un envoyé, qu'il n'avait fait que ce que les autres n'osaient pas accomplir. La police a retrouvé les corps dans la fosse, blessures par armes blanches, armes à feu, brûlures, mutilations rituelles. Les Avery n'étaient pas ses seules victimes. Ils ont trouvé d'autres corps enterrés dans des fosses anonymes. L'enquête est restée classée pendant des mois. Lundgren a été condamné à mort, et en 2006, il a été exécuté par injection létale. Certains de ses disciples ont envoyé des lettres à sa tombe, persuadés qu'il était un prophète et que le monde ne l'avait pas compris. Ils croient que d'autres purges viendront, que tout cela n'était que le début. Moi, j'ai déménagé loin. J'ai changé de nom. J'ai trouvé un travail dans un garage à l'ouest. La vie semble normale, la plupart du temps. Mais certaines nuits, je me réveille avec cette boule d'angoisse dans la poitrine. J'entends le bois craquer. Je sens les cordes serrées sur mes poignets. J'entends ces voix, ces chants bibliques que je n'ai jamais appris, mais que je peux encore réciter parfaitement dans ma tête. Les médecins disent que j'ai survécu et que c'est ce qui compte. Mais cela ne me console pas. J'ai l'impression qu'une partie de moi est restée là-bas, dans cette grange, comme si Lundgren m'avait marqué. Une sorte de cicatrice invisible, indélébile, qui me hante malgré tous mes efforts pour oublier. Et en vérité, j'ai encore peur. Peur que cette obscurité revienne un jour me chercher. Il y a des années, j'étais le fier propriétaire d'un élevage bovin appelé Willow Creek, à 1 heure de route de Lexington, dans le Kentucky. J'y ai travaillé avec dévouement pendant presque 20 ans, jusqu'à ce que la crise économique me force à le vendre. Aujourd'hui, je mène une vie tranquille en ville, dans l'attente de la retraite. Pourtant, les souvenirs de ma ferme sont marqués par un événement sombre, très sombre, qui ne m'a jamais vraiment quitté.
C'était un été étouffant. Il y a déjà 13 ans, lorsque la vieille débroussailleuse de la ferme a rendu l'âme, ce n'était pas une grande perte. Mais son absence rendait l'entretien du domaine plus difficile. J'avais une petite équipe fidèle, quelques ouvriers expérimentés et quelques jeunes du coin, qui travaillaient à temps partiel. Mais il nous fallait quelqu'un exclusivement dédié à l'entretien du site. Tu vois, la ferme n'était pas seulement mon gagne-pain, c'était aussi un lieu d'échange pour la communauté. On organisait des visites guidées pour les écoles et les groupes, parfois gratuites, parfois payantes. C'était une façon de rester connecté aux gens, tout en générant un peu de revenus. Alors, avec la débroussailleuse hors service et l'été bien entamé, j'ai décidé de publier une annonce dans le journal local pour trouver un jardinier. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Théodore. Théodore s'est présenté à l'entretien avec une apparence irréprochable et une attitude très calme. Il semblait avoir, dans les 35 ans et de manière générale, son allure et son comportement inspiraient confiance. Il avait l'air d'un homme bien. Il m'a expliqué qu'il venait tout juste d'emménager dans la région à la recherche d'un nouveau départ et qu'il avait de l'expérience en jardinage et aménagement paysager. En vérité, sa volonté de travailler pour un salaire modeste et son enthousiasme, apparent pour le poste, m'ont vite convaincu. J'avais besoin de quelqu'un de fiable et d'agréable, et Théodore semblait cocher toutes les cases. Quand il a commencé, j'étais très satisfait. Il accomplissait ses tâches avec rigueur et professionnalisme, ce qui m'a confirmé que j'avais fait le bon choix. Il gardait les jardins impeccables, taillait les haies avec précision et veillait à ce que le parcours touristique soit toujours parfaitement entretenu. Mais parmi toutes les zones qu'il devait entretenir, une en particulier retenait son attention, la lagune. En réalité, il s'agissait d'un petit lac artificiel situé à l'arrière de la maison. On n'y prêtait pas beaucoup d'attention, mais Théodore, lui, en était fasciné. Il disait vouloir en faire une véritable œuvre d'art, quelque chose d'unique pour émerveiller les visiteurs. Théodore passait des heures entières près de la lagune, à contempler l'eau et les nénuphars. Il répétait sans cesse qu'il allait créer une œuvre d'art qui captiverait tous les visiteurs de la ferme. Même si son obsession me semblait un peu étrange, j'ai choisi de lui laisser une certaine liberté créative. Après tout, cela pourrait devenir un attrait supplémentaire pour notre exploitation. Je me souviens d'une fois où je suis allé voir ses avancées près du lac. Je l'ai trouvé en train de planter de nouvelles fleurs. Elles étaient particulièrement luxuriantes et transformaient complètement l'ambiance du lieu. J'ai alors fait un commentaire sur leur beauté, et à ce moment-là, il s'est tourné vers moi avec un sourire un peu étrange et a dit « La beauté n'est qu'une façade, monsieur. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a en dessous. Pris isolément, cela ne semble pas si inquiétant. Mais c'est la manière dont il l'a dit qui m'a glacé. Son regard était intense, presque perçant, comme s'il essayait de me faire passer un message sans le dire directement. Cela m'a donné des frissons. Un jour, alors que je passais près de la serre, j'ai entendu Théodore discuter avec animation avec l'un des jeunes saisonniers. Le garçon l'écoutait attentivement, pendant que Théodore lui expliquait, avec une expression bizarre, que les plantes avaient besoin de se nourrir correctement pour devenir fortes et vigoureuses. « Et j'ai une formule spéciale, » disait-il avec ce même sourire dérangeant que j'avais déjà vu, « un engrais que je prépare moi-même. Les plantes l'adorent. Elles deviennent luxuriantes, pleines de vie. Ce n'était pas tant ce qu'il disait qui me mettait mal à l'aise, mais plutôt la façon dont il en parlait, presque avec une joie morbide, comme si cela le ravissait à un niveau profond. Ça m'a profondément troublé. Mais le moment qui m'a réellement perturbé est survenu quelques mois, après son arrivée à la ferme. C'était une fin d'après-midi calme. Le soleil commençait à se coucher, et les autres ouvriers étaient déjà rentrés chez eux. En passant près de l'abri à outils, un bruit métallique a attiré mon attention. Par curiosité, je me suis approché de la porte entr'ouverte, et je l'ai vu. Théodore tenait dans sa main l'un de nos plus grands couteaux de cuisine. Il ne faisait rien avec, il le regardait simplement, lentement, en caressant la lame du bout du doigt. Et l'expression sur son visage, je n'arrive toujours pas à la décrire correctement. C'était un mélange dérangeant de fascination et de faim, inexplicable, mais profondément malsain.
Quand il a enfin levé les yeux et m'a vu, il a sursauté, comme un animal surpris dans l'obscurité. Il a marmonné quelque chose à propos de vérifier les outils, puis s'est précipité hors de l'abri, me laissant seul, avec une étrange sensation de froid dans la colonne vertébrale. Je suis resté là, figé, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Mais à partir de ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Cet épisode a éveillé en moi un sentiment d'alerte que je ne pouvais plus ignorer. J'ai commencé à observer Théodore de plus près, mais discrètement. Je ne voulais pas attirer l'attention ni le soupçonner sans preuve tangible. Après tout, qu'avait-il vraiment fait? Il avait simplement tenu un couteau. Mais les petits détails ont commencé à s'accumuler. Parfois, il arrivait au travail avec des éraflures sur les bras ou avec de la terre sombre, incrustée sous les ongles, et cela dès les premières heures du matin, avant même qu'il n'ait commencé à travailler à la ferme. Une fois, j'ai même cru voir une tache de sang sur sa manche, mais quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. C'étaient de petits détails, fugaces, presque imperceptibles, mais suffisants pour nourrir cette sensation croissante que quelque chose n'allait pas. 1 an après l'embauche de Théodore, il a simplement disparu. Il ne s'est pas présenté au travail, n'a pas appelé et son téléphone était coupé. L'adresse qu'il m'avait fournie s'est révélée être fausse. La personne qui y vivait n'avait jamais entendu parler de lui. L'incertitude me rongeait. Mais en même temps, je ressentais un étrange soulagement. Cet homme avait toujours éveillé en moi un malaise sourd, et son départ soudain m'apportait, d'une certaine façon, un semblant de paix. J'ai cru que ce chapitre sombre était clos. Mais évidemment, s'il l'était vraiment, je ne serais pas là en train de le raconter, n'est-ce pas? 6 mois après la disparition soudaine de Théodore, la réalité m'a frappé de plein fouet, avec une brutalité qui m'a presque anéanti. C'était un jour d'été. Je me trouvais près de la lagune, l'endroit où Théodore avait passé tant d'heures. La végétation avait beaucoup poussé depuis son départ. Je n'avais engagé personne pour le remplacer. Mais une zone en particulier, près de la rive, attira mon attention. Les plantes y étaient anormalement grandes, d'une couleur presque fluorescente. Elles ressortaient nettement du reste. Un frisson m'a parcouru l'échine en repensant aux paroles de Théodore, sur son engrais spécial. Et là, comme poussé par une force inexplicable, j'ai saisi une pelle et j'ai commencé à creuser à cet endroit précis. Était-ce de la curiosité? Une prémonition macabre? Quoi qu'il en soit, je donnerais tout pour ne jamais l'avoir fait. À environ 60 centimètres de profondeur, la pelle a heurté quelque chose de dur. J'ai d'abord cru à une racine ou un vieux outil rouillé. Mais plus je déblayais, plus l'horreur se révélait. Je regardais un crâne humain. La panique m'a envahi comme jamais. J'ai reculé maladroitement, suis tombé en arrière et je suis resté là, figé, les yeux rivés sur le crâne à moitié déterré. Le temps semblait suspendu. Chaque seconde durait une éternité. Jusqu'à ce que je parvienne enfin à sortir de mon choc. J'ai couru jusqu'à la maison et j'ai appelé le shérif. Quelques minutes plus tard, un groupe d'officiers est arrivé, avec une équipe médico-légale. Ils ont continué les fouilles. 2 corps ont été exhumés. 2 jeunes femmes, le médecin légiste a estimé qu'elles étaient là depuis environ 1 an et demi. Ce qui a suivi a été un véritable cauchemar. La police a fouillé chaque centimètre carré de la ferme. Les journalistes cherchaient à tout prix une histoire sordide. Et moi j'ai été soumis à des dizaines d'interrogatoires où je n'ai cessé de répéter la même version. Heureusement, les enquêteurs ont rapidement été convaincus de mon innocence. Je leur ai tout dit sur Théodore, mais je ne savais que peu de choses. Au fond, malgré les efforts des autorités, Théodore n'a jamais été retrouvé. Les détectives m'ont dit qu'ils le soupçonnaient d'être responsable d'au moins 5 meurtres dans 3 États différents. Le même schéma à chaque fois. Des jeunes femmes entre 20 et 30 ans, enterrées dans des zones rurales, souvent près de points d'eau. Ils pensaient que Théodore se déplaçait constamment, cherchant des emplois temporaires dans des fermes ou des parcs isolés. Le plus glaçant, les enquêteurs ont mentionné qu'ils avaient retrouvé des résidus d'un produit chimique, étrange dans le sol autour des corps. Ils ne m'ont pas donné de détails, mais l'expression de leur visage m'a glacé le sang. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser aux paroles de Théodore, à propos de son engrais spécial,
et à la façon dont les plantes, selon lui, avaient besoin de se nourrir de quelque chose. Je me souviens encore de ces jours comme les plus sombres de ma vie. Après cela, entre la crise économique et l'horreur de ce que j'avais découvert, j'ai pris une décision radicale. J'ai vendu la ferme et je suis parti vivre en ville. Je ne pouvais plus rester là-bas, pas après ça, pas en sachant ce qui s'était passé, pas en réalisant que j'avais engagé un tueur, que j'avais parlé avec lui tant de fois, que j'avais serré sa main. Rien que d'imaginer ce qui pouvait se passer dans sa tête, ça me glace encore aujourd'hui. Et parfois, je me demande encore, est-ce qu'il a vraiment tué ces femmes sur ma propriété ou les a-t-il simplement enterrées là après les avoir assassinées ailleurs? L'incertitude est une charge lourde, un poids qui me rappelle chaque jour que la noirceur, la plus abjecte, peut parfois se cacher derrière le visage d'un homme qui, en apparence, ne diffère en rien de toi ou moi.